Je m'appelle Dana Hansli. J'ai 33 ans. Et la veille de Noël dernier, ma fille de 8 ans a ouvert un cadeau, que ma famille avait emballé dans le seul but de l'humilier. La boîte était vide. Ma mère a éclaté de rire, à l'autre bout de la pièce. Ma sœur s'est penchée, et nous a traités de moins que rien. Chaque tante, chaque oncle, et chaque cousin présent à cette table, a observé les larmes de ma fille, sans dire un mot. Je suis restée assise, les mains immobiles sur mes genoux, et je les ai laissés croire qu'ils avaient gagné. Ils n'avaient aucune idée, que j'avais déjà signé tous les documents qui comptaient vraiment. Des mois auparavant, dans le calme d'un bureau, aux côtés de la seule personne de cette maison qui me faisait encore confiance. Après la boîte vide, après les rires, ma fille a essuyé ses yeux. Elle a traversé la pièce vers son grand-père, et a déposé un petit objet entre ses mains. Il l'a ouvert. Et le silence qui a suivi, ne ressemblait en rien à celui qui l'avait précédé. La chaîne dédiée aux femmes, qui ont arrêté de s'excuser d'exister, et aux familles qui n'ont rien vu venir. Si une histoire d'ici résonne un peu trop en vous, c'est que vous êtes exactement la personne pour qui nous les créons. Laissez un commentaire, dites-moi d'où vous m'écoutez, et n'oubliez pas de vous abonner, pour que la prochaine vidéo vous trouve. L'appel est arrivé un mardi, au début du mois de décembre. J'étais à mon bureau, en train de réviser la modification de la fiducie d'un client. Le rappel pour aller chercher Kaya à l'école, clignotait déjà sur mon téléphone. Quand le nom de mon père est apparu sur l'écran, j'ai été surprise. Walter Hansli n'appelait presque jamais. Il écrivait parfois des lettres, courtes et pratiques. Mais un appel, cela signifiait que quelque chose avait changé. Sa voix m'a semblé plus faible, que dans mes souvenirs. Viens à la maison pour ce Noël, ma chérie. Amène la petite. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je n'avais pas passé Noël chez mes parents, depuis 6 ans. La dernière fois, ma mère avait installé Kaya à une table pliante dans la cuisine. Pendant ce temps, les enfants de ma sœur Brooke mangeaient à la grande table avec les adultes. Kaya n'avait que 4 ans à l'époque. Elle ne s'était pas plainte. Et c'est bien ça, qui m'avait brisé le cœur. Mais mon père avait dit, s'il te plaît. Et Walter Hansli ne disait jamais s'il te plaît. Il m'a dit qu'il était fatigué. Pas le genre de fatigue qui réclame du sommeil. Le genre de fatigue qui signifie qu'un homme compte, en silence, les fêtes de fin d'année qui lui restent à vivre. Son cœur ralentissait depuis 2 ans. Son cardiologue utilisait des mots comme « gérer » et « attente réaliste ». Alors, j'ai réservé 2 places sur un vol du jeudi matin. J'ai emballé le beau manteau de Kaya, ainsi que les crayons de couleur qu'elle emportait partout. Et j'ai conduit jusqu'à l'aéroport, en me disant qu'un simple dîner ne nous tuerait pas. Pendant le trajet, Kaya m'a redemandé de lui raconter l'histoire du lac. La boîte de pêche en métal vert de grand-père. Comment lui et oncle Danny pêchaient, jusqu'à ce que l'eau devienne dorée. Comment je m'asseyais sur le ponton, pour compter les points. Elle l'avait entendu des centaines de fois, mais elle en avait toujours envie. Je l'ai raconté à nouveau, car c'était la seule histoire de famille sans fin amère. Du moins, pas encore. Mon frère Danny est mort il y a 14 ans, 3 jours avant Noël. Il avait 19 ans. J'en avais 19, moi aussi. Nous avions 11 mois d'écart. Des jumeaux irlandais. C'est ce que ma mère avait l'habitude de dire, à l'époque où elle parlait encore de nous dans la même phrase. Danny faisait le service du soir, dans un petit restaurant de la ville. Une tempête s'est levée cette nuit-là. Le genre de tempête qui recouvre les routes de verglas, et transforme les phares des voitures en de simples cercles blancs inutiles. Quelqu'un devait le ramener à la maison. Ce n'est pas arrivé. Il a conduit lui-même. Sa voiture a percuté une glissière de sécurité sur la route 12. Et le temps que les secours arrivent, le moteur était déjà froid. Ma mère ne s'en est jamais remise. Je ne veux pas dire par laquelle a fait son deuil. Tout le monde fait son deuil. Je veux dire qu'elle a reconstruit la famille autour de cette perte, comme on construirait une maison autour d'un mur manquant. Chaque pièce penchait dangereusement. Brooke, ma petite sœur, est devenue l'enfant qui reste. La bonne fille. Celle qui a fait un beau mariage, a eu 2 enfants, se présentait au dîner du dimanche, et apportait le plat que ma mère attendait. Je suis devenue l'enfant qui part. Celle qui était à l'université, à 3 états de là, quand Danny avait besoin de quelqu'un. Celle qui a préféré les bourses d'études, et les gardes de nuit, plutôt que de rentrer à la maison.
C'était la version de ma mère. Elle l'avait racontée tellement de fois, qu'elle était devenue une véritable écriture sainte pour la famille. Dana n'était jamais là quand ça comptait. Brooke hochait la tête. Mon père, lui, fixait ses mains. Et le mot qui m'a suivi, qui a fini par suivre ma fille aussi, était toujours le même, moins que rien. Il existe une version de cette nuit-là, que ma famille n'a jamais entendue. Je l'ai portée en moi pendant 14 ans. Et jusqu'au Noël dernier, je pensais l'emporter dans ma tombe. Nous sommes arrivés devant la maison, vers 16 heures. De la neige sur la pelouse, des lumières à chaque fenêtre, et une couronne de la taille d'un pneu sur la porte d'entrée. La maison de ma mère ressemblait toujours à une séance photo pour un catalogue de Noël. Des bougies à la cannelle sur chaque meuble, des guirlandes de sapin sur la rampe d'escalier, et une liste de lecture de chants de Noël, si forte qu'on ne s'entendait plus penser. C'était magnifique, de la même manière qu'un portail verrouillé est magnifique. Vous l'admirez, tout en restant du bon côté. À l'intérieur, le hall sentait la cannelle et le vin chaud. Et ma mère se tenait en plein centre, comme si la saison des fêtes lui appartenait. Elle a pris la fille de tante Ruth dans ses bras. Elle a embrassé les enfants de Brooke, Madison qui avait 12 ans, et Tyler, 9 ans. Elle leur a dit à quel point ils avaient grandi. Quand elle est arrivée à nous, elle m'a fait un signe de tête. Pas un câlin. Un signe de tête, le genre qu'on adresse à un livreur. Kaya a serré ma main, et n'a rien dit. Le salon abritait un sapin qui touchait le plafond. Et, juste en dessous, une table à cadeaux, qui vous disait tout sur la place que vous occupiez au sein de cette famille. La pile de Madison lui arrivait aux genoux. Celle de Tyler était presque aussi haute. Les cadeaux de Brooke étaient emballés dans du papier doré. Ceux de mon père, dans du papier à carreaux écossais. Et tout au bout de la table, presque cachée derrière le pied du sapin, se trouvait une unique boîte, avec le nom de Kaya sur une étiquette. Du papier argenté, et un ruban blanc. Elle avait l'air assez petite, pour contenir tout juste une paire de chaussettes. Sur le manteau de la cheminée, entre une rangée de chaussettes suspendues qui n'en incluait aucune pour Kaya, trônait la boule à neige de mon père. Celle que Danny lui avait offerte, lors de leur dernier Noël tous ensemble. Une minuscule cabane, près d'un lac gelé. Et des flocons blancs, qui tourbillonnaient quand on la secouait. Kaya l'a repéré immédiatement. Grand-père, c'est le lac? Elle avait déjà traversé la pièce, et se tenait sur la pointe des pieds, pour voir la boule à neige de plus près. Mon père a posé son café. Il s'est approché d'elle, avec les pas prudents d'un homme dont les genoux ne tenaient plus leurs promesses. Il a pris le globe, l'a secoué doucement, et l'a tenu à la hauteur de ses yeux. C'est bien lui. Oncle Danny l'a acheté dans une station-service, en rentrant de la pêche. Ça lui a coûté 3 €, et il en était plus fier que de n'importe quoi d'autre. Kaya a touché le verre d'un doigt. Est-ce que l'eau était vraiment dorée? Seulement en septembre. Le reste de l'année, elle était verte comme un bocal de cornichons. Elle a ri, et il a ri aussi. Et pendant environ 30 secondes, la maison a résonné, comme un endroit où les gens s'appréciaient vraiment. J'observais la scène depuis l'encadrement de la porte de la cuisine. La main de mon père tremblait, en tenant la boule à neige. Ce tremblement était nouveau. Ou du moins, nouveau pour moi, car je n'avais pas été assez proche de lui pour le remarquer. Kaya s'est blottie contre lui. De la même façon qu'elle se blottissait contre moi, quand elle était fatiguée. Et quelque chose dans son visage s'est adouci en une forme de douleur que j'ai reconnue. La culpabilité a un aspect différent chez les hommes âgés. Elle ne les endurcit pas. Elle les creuse. Elle lui a chuchoté quelque chose. Il s'est penché. Elle a mis ses mains en porte-voix près de son oreille. Je t'ai fabriqué quelque chose, grand-père. Mais tu dois attendre l'heure des cadeaux. Il s'est redressé et m'a regardé. J'ai secoué la tête. Je ne savais pas non plus de quoi il s'agissait. Kaya travaillait sur un projet depuis des semaines. Des crayons de couleur, et du papier d'imprimante, étalés sur notre table de cuisine, tous les soirs après ses devoirs. Elle cachait le tout avec un livre, dès que je passais à côté. C'est une surprise, me disait-elle à chaque fois, avec un sourire jusqu'aux oreilles, comme si elle avait inventé le concept. La préparation du dîner fut une véritable représentation théâtrale. Comme tout ce qui se passait dans la maison de ma mère. Carole Ansley ne cuisinait pas. Elle dirigeait. Brooke coupait les légumes,
exactement là où Carole pointait du doigt. On m'a ordonné d'installer les chaises supplémentaires. Celles du garage. Celles qui n'étaient pas assorties. Kaya a demandé si elle pouvait aider. Brooke l'a écartée d'un geste de la main, sans même lever les yeux. Tu peux juste rester dans ton coin, ma chérie. J'ai attiré Kaya vers le comptoir, et je lui ai donné une pile de serviettes à plier. Elle les a pliées en de minuscules triangles, toute fière de chacune d'elles. Personne n'y a prêté la moindre attention. Lorsque ma mère a dressé les amuse-bouches, elle a compté à voix haute. 8 crostini pour les adultes. 4 pour Madison, 4 pour Tyler. Elle a posé le plateau, et s'est éloignée. J'ai pris 2 des miens, et je les ai déposés sur la serviette de Kaya, sans un mot. Ma fille les a mangés en silence. Assise sur un tabouret trop grand pour elle, les jambes balançantes. Brooke s'est adossée au comptoir, en sirotant son vin. Tu fais toujours ton truc d'avocate, Dana? Ça doit être un peu triste. Tous ces testaments de personnes âgées. Elle a dit ça, comme on commenterait la météo. Comme si ça ne méritait pas une vraie conversation. J'ai plié une autre serviette. Ça paie les factures. À peine, j'en suis sûr. Greg est apparu dans l'encadrement de la porte. Le mari de Brooke. Des épaules larges, un sourire coincé. Le genre d'homme, qui parlait de la valeur nette des maisons qu'il n'avait même pas payées. Il a touché l'épaule de Brooke. Tu as récupéré les papiers dans l'imprimante? Brooke lui a lancé un regard noir. Greg m'a vu, et s'est arrêté net. Pour le truc de l'assurance, a-t-il bafouillé. C'est ça, a ajouté Brooke. L'assurance. Ils se sont regardés, de la manière dont les gens se regardent, quand leur mensonge a besoin d'une deuxième couche de peinture. J'ai essuyé le comptoir. Et j'ai classé cette information dans un coin de ma tête, comme je le faisais pour tout le reste dans cette maison. Discrètement, méthodiquement, pour plus tard. Après le dîner, pendant que Carole tenait sa cour dans le salon, et que Brooke servait à boire aux proches, mon père m'a touché le coude. Il a fait un signe de tête vers le garage. Je l'ai suivi. Le garage était plus froid que la maison. Il sentait l'huile de moteur, et le cèdre. Son établi semblait inchangé. Les outils accrochés à leurs chevilles, une bombe de WD-40, et sur l'étagère du haut, sa boîte de pêche en métal vert. La peinture était écaillée dans les coins. Danny avait gravé ses initiales sur le couvercle avec un hameçon, quand il avait 12 ans. Et ça lui avait valu d'être puni pendant une semaine. Mon père s'est assis sur le vieux tabouret, près de l'établi, et s'est frotté les mains. Je pouvais entendre un sifflement dans sa respiration, qui n'était pas là la dernière fois que nous avions parlé au téléphone. J'ai mis les choses en ordre, Dana. Il ne me regardait pas. Il fixait la boîte de pêche. Quelle chose, papa? La maison. La propriété du lac. Les décisions médicales. Absolument tout. Il a fait une pause. Tu es la seule à qui je fais confiance pour ça. J'ai commencé à parler, mais il a levé la main. J'aurais dû bien agir envers toi, il y a très longtemps. Je suis resté assis dans mon fauteuil pendant 14 ans. J'ai laissé ta mère construire une histoire, qui n'était pas vraie. Et je me suis convaincu, que préserver la paix, c'était la même chose que de faire ce qui était juste. Ses yeux étaient humides. Il les a essuyés du revers de la main, comme s'il était gêné par ses larmes. Je suis désolé, ma chérie. Ce n'est pas suffisant. Mais c'est tout ce que j'ai. Je ne lui ai pas dit que ce n'était pas grave, parce que c'était grave. Mais j'ai posé ma main sur son épaule. Il l'a recouverte avec la sienne. Et pendant une minute entière, le garage a été la pièce la plus honnête, de toute la maison. Nous nous sommes rassemblés dans le salon, pour le café et le dessert. Ma mère s'est assise dans le fauteuil près du feu, comme si c'était un trône. Brooke sur la causeuse avec Greg. Les enfants par terre, près du sapin. Tante Ruth s'est installée à côté de moi sur le canapé, et m'a serré la main, sous un coussin décoratif. Les autres invités. 2 cousins, un oncle, et un voisin qui venait au Noël des Ansley depuis avant même ma naissance. Ils ont comblé les silences, avec des banalités et des biscuits en sucre. Ma mère a attendu une accalmie. Elle attendait toujours une accalmie. Puis, elle s'est tournée vers l'assemblée. Walt et moi,
avons beaucoup réfléchi à propos de la maison du lac. C'est devenu trop lourd pour nous maintenant. L'entretien, les impôts. Nous pensons qu'elle devrait revenir à quelqu'un qui l'utilisera vraiment. Elle a regardé Brooke. Les petits-enfants qui nous rendent visite méritent un endroit pour se créer des souvenirs. L'insistance sur le mot « visite » a atterri exactement là où elle le voulait. Brooke a hoché la tête, comme si elle avait répété ce geste. Greg a croisé une cheville sur l'autre, et a souri en regardant le sol. Tyler a demandé s'il y avait le Wi-Fi au lac. Personne n'a ri. Mon père a fixé la boule à neige sur la cheminée. Et il n'a rien dit. Cette maison du lac, c'était le dernier endroit où il avait été heureux. Avec ses 3 enfants encore en vie. Danny y avait attrapé son premier bar depuis le ponton. J'y avais appris à nager, dans une eau si claire, qu'on pouvait compter les cailloux au fond. Et maintenant, ma mère l'a cédé à Brooke. Comme on distribuerait un lot de tombola devant tout le monde, mettant quiconque au défi de s'y opposer. Je ne m'y suis pas opposé. Je me suis dit que j'étais venu pour un seul dîner, et que j'en avais déjà survécu à la plus grande partie. Mais sous le bruit de la musique de Noël, et des tasses qui s'entrechoquaient, j'ai entendu ma fille. Elle demandait à Madison ce qu'il y avait dans la petite boîte argentée sur la table. Madison a haussé les épaules. Probablement rien de bien. Après le dessert, Brooke a sorti son téléphone. Elle a annoncé qu'il était l'heure, pour la photo annuelle des petits-enfants. Elle a placé Madison et Tyler devant le sapin. Elle a ajusté le col de Tyler, et a dit à Madison de sourire, sans montrer son appareil dentaire. Puis, elle a reculé, et a levé son appareil. Kaya se tenait en bordure du groupe, ses crayons dans sa poche arrière, et attendait. Juste vous 3, ma chérie, a lancé Brooke, en l'écartant d'un geste de la main. C'est la photo des petits-enfants. C'est une petite fille, ai-je dit depuis le canapé. Ma voix était calme et posée. J'avais passé des années à apprendre comment maintenir le ton de ma voix, exactement là où je le voulais. Brooke ne s'est même pas retournée. Je voulais dire, ceux qui sont là tous les week-ends. Dana, c'est une tradition. Depuis quand? Depuis toujours. Elle a pris la photo. Kaya est revenue vers moi. Elle n'a pas pleuré. Elle avait passé l'âge où l'exclusion la faisait pleurer en public. Elle s'est assise sur la coudoir du canapé, a remonté ses genoux, et s'est faite toute petite. Ce qui était bien pire que de pleurer, car cela signifiait qu'elle avait appris à s'y attendre. J'ai passé mon bras autour d'elle, et je nous ai fait lever toutes les deux. Allez, allons prendre un peu l'air. Nous sommes allés sur le porche, à l'avant de la maison. La neige tombait toujours. Ce genre de neige silencieuse, qui étouffe tous les bruits. Kaya s'est appuyée contre la rambarde, et l'a regardé se déposer. Maman, pourquoi est-ce que grand-mère ne nous aime pas? Je me suis agenouillé, pour être à la hauteur de ses yeux. Ça, c'est le problème de grand-mère. Ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas de nous. Alors, pourquoi on a l'impression que c'est à cause de nous? Je n'avais pas de bonne réponse. Je l'ai serré dans mes bras. Le froid mordait à travers mon pull. Et derrière la porte d'entrée, je pouvais entendre ma mère rire d'une remarque de Brooke. De retour à l'intérieur, mon téléphone a vibré. Brooke m'avait ajouté à un groupe de discussion, intitulé « Logistique Noël ». 3 messages m'attendaient. Une liste de courses, 1 heure pour le brunch du lendemain, et une photo de la table des cadeaux, accompagnée d'un emoji pouce en l'air de ma mère. J'ai fait défiler l'écran vers le haut. La conversation était nouvelle, elle avait été créée le matin même. Sous la liste de courses, Greg avait écrit « N'oublie pas le dossier. Il est dans le bac de l'imprimante. » Et Brooke avait répondu avec une coche de validation. Rien de bien suspect en soi. Mais le deuxième message de Brooke a attiré mon attention. Elle avait tapé « Regarde l'autre discussion ». Et puis, elle l'avait supprimé. L'aperçu était toujours visible dans ma barre de notification. Car la suppression ne s'était pas synchronisée assez vite, sur mon propre téléphone. L'autre discussion. Un groupe dont je ne faisais pas partie. J'ai verrouillé mon téléphone, et je l'ai mis dans ma poche. Dans mon métier, j'avais appris que les gens qui maintiennent 2 versions de la même conversation, cachent généralement quelque chose entre les deux. Je n'ai pas posé de questions à Brooke à ce sujet. Je n'en ai parlé à personne.
J'ai rangé cette information, dans un coin de mon esprit. Et j'ai gardé mon visage, tel que je le gardais pendant les dépositions. Neutre, patiente, et analytique. Kaya était dans un coin du salon, avec ses crayons de couleur. Elle travaillait sur son projet, cachée derrière un livre pour enfants, qu'elle avait apporté comme bouclier. Toutes les quelques minutes, elle levait les yeux vers la boule à neige sur la cheminée, puis se replongeait sur son papier. Elle a testé une nuance de bleu sur le dos de sa main, a froncé les sourcils, et en a choisi une autre. Ma mère s'est servi un autre verre de vin. Elle racontait à tante Ruth les nouveaux rideaux qu'elle avait commandés. La soirée avançait doucement, comme une rivière qui charrie quelque chose de tranchant, juste sous la surface. Je suis allé dans la cuisine pour prendre un verre d'eau, et j'ai entendu des voix dans le cellier. La porte était entr'ouverte. Ma mère et Brooke parlaient à voix basse. Mais pas assez basse. Carole en premier, il est sentimental, ce soir. C'est une bonne chose. Fais-le signer avant l'échange de cadeaux, pendant qu'il est encore dans de bonnes dispositions. Brooke, Greg a imprimé l'acte de cession. La propriété du lac sera directement à nos noms. Un titre de propriété net. Et pour l'autre document, la procuration. Greg a trouvé un modèle en ligne. Papa n'a qu'à signer, et nous pourrons gérer ses comptes quand il ne le pourra plus. Parfait. Il ne la lira pas. Il ne lit jamais rien. Je suis resté planté dans la cuisine, avec mon verre d'eau à la main, et j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Pas par surprise. Je me doutais de quelque chose dans ce genre, depuis que Greg avait mentionné ses papiers. Mais l'entendre prononcer à voix haute. La façon si désinvolte dont elle discutait de prendre le contrôle légal de la vie de mon père, entre deux conversations sur l'heure du dessert. C'était tout autre chose. Elle ne s'inquiétait absolument pas de sa santé. Elle se positionnait pour l'après. La boîte de pêche dans le garage m'a traversé l'esprit. Les mots de mon père, j'ai mis les choses en ordre. Je comprenais, maintenant. Brooke est sortie du cellier. Elle a sursauté en me voyant. J'ai soulevé mon verre. Je viens juste prendre de l'eau. Elle a souri de la façon dont elle me souriait toujours. Un sourire crispé, évaluateur. Essayant de calculer ce que j'avais pu entendre. Tu devrais essayer le vin chaud, Dana. Ça pourrait te détendre. Je conduis plus tard. Bien sûr que oui. Elle m'a frôlé en passant. J'ai rincé mon verre, je l'ai séché, et je l'ai replacé exactement là où je l'avais pris. Puis, je suis retourné dans le salon. Je me suis assise à côté de ma fille, qui dessinait toujours. La langue entre les dents, complètement absorbée par la création de quelque chose de beau. Tandis que, tout autour de nous, la maison se préparait à quelque chose de particulièrement laid. Je veux faire une petite pause ici, pendant une seconde. Si vous vous êtes déjà assise à une table de fête, où tout le monde souriait à son voisin, mais se figeait en vous regardant. Vous connaissez déjà le poids, que l'on ressent dans sa poitrine en ce moment même. Restez avec moi. Ce que ma fille a fait ensuite, c'est la partie que je n'arrive toujours pas à raconter, sans avoir la voix qui se brise. Abonnez-vous, et continuons. Kaya travaillait sur son projet, depuis 3 semaines avant le voyage. Tous les soirs, après ses devoirs, elle étalait ses crayons de couleur sur la table de la cuisine. Le grand ensemble de 64 couleurs, que je lui avais offert pour son anniversaire. Et elle dessinait, avec un niveau de concentration, que la plupart des adultes réservent à leur déclaration d'impôt. Elle utilisait une règle pour tracer des lignes droites. Elle tenait ses couleurs contre la fenêtre, pour pouvoir comparer les nuances. Quand je passais à côté, elle retournait la feuille, ou la cachait sous un livre. C'est pour grand-père, m'avait-elle dit une fois. Et c'est tout ce que j'avais pu en tirer. À présent, dans un coin du salon de mes parents, elle ajoutait les ultimes détails. J'ai aperçu un éclair de bleu au de lac, une traînée de vert forêt, et quelque chose de doré, près du bord inférieur. Elle a testé un crayon marron sur le dos de sa main, a froncé les sourcils, et en a choisi un plus foncé. Le dessin avait été fait sur une simple feuille de papier d'imprimante. Mais elle l'avait encadré, avec un motif de minuscules poissons. Les mêmes poissons, que mon père dessinait sur les serviettes du restaurant, quand Dany et moi étions enfants. Je ne sais pas comment elle connaissait l'existence de ces poissons. Peut-être que mon père les lui dessinait, lors d'un de leurs rares appels vidéo. Peut-être qu'elle les avait trouvés,
dans mon vieil album photo. Elle a plié le dessin avec soin. Elle l'a glissé dans une simple enveloppe blanche, qu'elle avait apportée de la maison. Et, sur le devant, elle a écrit avec sa plus belle écriture, pour grand-père. De la part de Kaya. Puis, elle l'a glissé sous son pull, tout contre sa poitrine, comme quelque chose de précieux. Elle m'a surprise en train de la regarder. Interdit de tricher, maman. Je ne trichais pas. Tes yeux trichaient. J'ai ri, et elle a ri à son tour. Et à l'autre bout de la pièce, ma mère nous a lancé un regard, comme si nos rires étaient une langue étrangère. Brooke a laissé son téléphone sur le comptoir de la cuisine, quand elle est allée se resservir du vin. Il était posé face vers le haut, et l'écran était encore allumé. Je n'avais pas prévu de regarder. J'étais en train de rincer le gobelet d'eau de Kaya. Mais la notification était juste là, sous mes yeux. Elle venait d'un groupe de discussion, simplement intitulé « Noël. Sans moi ». L'aperçu affichait le nom de ma mère, et un message qui commençait par « Ne gaspillez pas un vrai cadeau pour ». J'ai tourné le téléphone vers moi. Je n'aurais pas dû le faire. Dans un tribunal, j'aurais déclaré cela irrecevable. Mais je n'étais pas dans un tribunal. J'étais dans la cuisine de ma mère, la veille de Noël, et le nom de ma propre fille figurait dans ce message. Carole, à 16h47, ne gaspillez pas un vrai cadeau pour la gamine. La boîte vide est suffisante. Elle apprendra quelle est sa place. Brooke, à 16h48, c'est déjà emballé. LOL. Papier argenté, ruban blanc. Carole, à 16h50, parfait. Et faites signer les papiers du lac à papa, après l'échange des cadeaux. Il sera sous le coup de l'émotion. C'est là qu'il est le plus facile à manipuler. Greg, à 16h52, le modèle de procuration est imprimé. Plus qu'à obtenir sa signature. J'ai reposé le téléphone, très exactement là où Brooke l'avait laissé. Mes mains étaient stables. Je m'en suis bien assuré. Puis, je suis allé dans le garage. La boîte de pêche était sur l'étagère, là où elle avait toujours été. Les initiales de Danny, gravées sur le couvercle. Je l'ai ouverte. En dessous des leurres, et du fil de pêche emmêlé, se trouvait une enveloppe en papier craft. Elle m'était adressée, avec l'écriture de mon père. J'avais déjà vu cette enveloppe auparavant. Il m'en avait envoyé une copie, des mois plus tôt. Lorsqu'il était venu à mon bureau pour la première fois, et m'avait demandé de rédiger son nouveau plan successoral. Celle-ci était l'original. Sa note manuscrite, était posée sur le dessus. Pour Dana. Tu as toujours été celle, qui ferait ce qui est juste pour nous. Sous cette note, se trouvait la procuration exécutoire, le mandat de soins de santé, et le testament révisé. Tous portaient mon nom. Ainsi que l'acte de fiducie pour la propriété du lac, enregistré auprès du comté, il y a 4 mois. La procuration, et le mandat de soins de santé, dûment exécuté et notarié, étaient en sécurité dans le coffre-fort de mon bureau, aux côtés de son testament révisé. J'ai refermé la boîte de pêche. Je l'ai remise sur l'étagère, et je suis retourné dans le salon. Rien n'avait changé sur mon visage. Mais absolument tout avait changé derrière. Je dois vous expliquer quelque chose, que je n'avais dit à personne dans cette maison. 4 mois avant Noël, mon père a conduit pendant 3 heures, jusqu'à mon bureau, sans rien dire à ma mère. Il s'est assis en face de mon bureau, vêtu d'une veste de costume, qu'il n'avait pas portée depuis des années. Et il m'a annoncé, qu'il voulait tout refaire. Son testament, sa procuration, et ses directives anticipées en matière de santé. Il m'a raconté que Brooke et Greg lui mettaient la pression depuis des mois. Il gérait son chéquier, insistait pour ajouter Brooke sur ses comptes bancaires, et parlait de la propriété du lac, comme si elle leur appartenait déjà. Il a dit qu'il ne leur confierait pas un seul euro, ni la moindre décision. Il les avait observés dépenser de l'argent qu'ils n'avaient pas. En partant du principe, que le sien couvrirait la différence. Il a ajouté que ma mère soutenait la moindre initiative de Brooke. Et quand il essayait de résister, Carole lui disait qu'il était difficile, confus. Trop vieux pour savoir ce qu'il voulait. Alors, il est venu me voir. Sa fille. L'avocate spécialisée en droit des successions. Celle que sa femme qualifiait de « moins que rien ». J'ai rédigé tous les documents. Je lui ai expliqué en détail chaque clause. Il les a signés devant 2 témoins, et un notaire,
directement dans ma salle de conférence. Et j'ai déposé les originaux, auprès du greffier du comté, l'après-midi même. Je n'ai rien dit à Carol. Je n'ai rien dit à Brooke. Je n'ai rien dit à Greg. Mon père m'avait demandé de garder le secret. Il était mon client, pas seulement mon père. Le secret professionnel s'appliquait. Et ce, peu importe à quelle table de Noël je me trouvais. Je n'étais pas venu à ce Noël, pour me battre. J'étais venu parce qu'un vieil homme, au cœur défaillant, m'avait demandé d'amener sa petite fille. Et parce que Kaya croyait encore, que les familles pouvaient être bonnes, si on leur donnait suffisamment de chance. Je n'allais pas me battre, pour obtenir une place à leur table. J'avais déjà construit la mienne. Et ma fille y aurait toujours une chaise, qui lui serait réservée. À 20h, ma mère a baissé la lumière. Elle a annoncé qu'il était l'heure de l'échange de cadeaux. Elle procédait de la même façon, depuis 30 ans. Du plus jeune au plus vieux. Un par un. Et avec tout le monde qui regarde. Tout était conçu pour donner une apparence de générosité. En pratique, c'était une scène de théâtre. Brooke a disposé les cadeaux sur la table basse, comme la vitrine d'un grand magasin. La pile de Madison brillait de rouge et de vert. Celle de Tyler était emballée dans un papier, avec de minuscules rennes. La boîte de mon père, dans son papier écossais, reposait à côté d'un mug de décaféiné, que quelqu'un lui avait préparé. Et tout au bout, légèrement à l'écart des autres, se trouvait la fameuse boîte argentée avec le ruban blanc. Le nom de Kaya, inscrit avec l'écriture de ma mère. Kaya l'a vu. Son visage s'est illuminé, d'une manière que seul le visage d'un enfant de 8 ans peut produire. Une joie totale, sans réserve, et immédiate. Elle ne savait pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Elle savait juste, que quelqu'un avait inscrit son nom sur un paquet. Et c'était suffisant, pour lui faire croire qu'elle avait sa place. J'ai senti mon estomac se nouer. De l'autre côté de la pièce, Greg avait posé un fin dossier, sur la petite table près du fauteuil de mon père. L'air de rien, comme s'il s'agissait d'un magazine. L'acte de cession, la fausse procuration. Tout ce dont ils avaient besoin, pour prendre le contrôle légal des biens d'un homme malade, le soir même de Noël. Brooke a croisé mon regard, et a souri. Le même sourire crispé et confiant, qu'elle m'avait adressé dans la cuisine. Elle pensait que cette soirée, se déroulait très exactement comme elle l'avait planifié. Ma mère s'est installée dans son fauteuil, et a croisé les chevilles. Commençons. La pièce s'est organisée autour du sapin, de la lueur du feu, et des cadeaux. Ma fille s'est assise par terre, devant la boîte argentée. Les mains sur ses genoux, et l'enveloppe toujours pressée contre ses côtes, sous son pull. Je me suis assise derrière elle, ma main posée sur son épaule. Et je me suis répété de respirer. J'ai gardé secrète la vérité, sur la nuit de la mort de Danny, pendant 14 ans. Je l'ai gardée pendant les funérailles. Pendant l'effondrement de ma mère. Pendant les sanglots de Brooke, qui semblaient réels, parce qu'ils l'étaient vraiment. La culpabilité et le chagrin, arborent souvent le même visage. Je l'ai gardé pendant l'université, pendant mes études de droit. Tout au long de ce silence, qui a grandi entre ma famille et moi, telle la glace sur un lac, où plus personne ne va pêcher. Voici ce qui s'est passé. Danny faisait le service de fermeture au Millbrook Diner. Sa voiture était au garage pour des réparations. Brooke avait promis de passer le prendre, à 23h. J'étais à 3 états de là, en train de réviser pour mes examens de fin d'année. Quand Danny m'a appelé, à 22h40. Il avait l'air agacé, pas effrayé. Brooke m'a laissé tomber. Elle est allée à une fête. Elle ne répond plus au téléphone. Je lui ai dit d'attendre. D'appeler un taxi. D'appeler papa. Mais surtout, de ne pas conduire. La tempête était violente. Les routes étaient pires encore. Tout clochait dans cette nuit-là. Il m'a répondu qu'il se débrouillerait. Il a dit qu'il ne voulait pas réveiller papa. Et puis, il a prononcé ces mots, qui sont gravés en moi si profondément, que je les entends encore dans mon sommeil. C'est bon, Dana. Ce n'est que de la neige. Il a pris sa voiture, que le garage lui avait rendue plus tôt que prévu, avec un avertissement concernant les freins. Et il a conduit sur une 20aine de kilomètres sur la route 12, dans une tempête qui avait déjà entraîné la fermeture de l'autoroute vers le nord. Il n'est pas arrivé à destination.
Brooke est rentrée à la maison, à 2 heures du matin. Elle sentait la bière, et a trouvé les gyrophares de l'ambulance, dans l'allée. Elle n'a jamais dit à personne qu'elle était censée aller le chercher. Elle n'a jamais avoué qu'elle avait choisi une fête, plutôt que son propre frère. Et je ne l'ai jamais dit non plus. Parce que Brooke avait 20 ans, et qu'elle était anéantie. Et ma mère était déjà en train de s'effondrer. J'ai alors décidé qu'une vérité de plus réduirait en cendres ce qu'il restait de nous. J'avais 19 ans. J'ai pris une décision que je pensais être miséricordieuse. 14 ans plus tard, j'ai compris que cela n'avait été que pratique. Pour tout le monde, sauf pour moi. Tante Ruth m'a trouvé sur le porche arrière. Pendant que le salon se remplissait de discussions banales, et du bruissement des papiers cadeaux, que l'on commençait à trier. Elle portait 2 tasses de café. Du vrai café. Pas le décaféiné que Carole servait à tout le monde. Ruth était la petite sœur de ma mère. 64 ans, infirmière à la retraite. Et c'était la seule personne de la famille qui avait toujours soutenu mon regard lorsque le sujet de Danny venait sur la table. Elle m'a tendu une tasse et s'est appuyée contre la rambarde. Tu as l'air de faire des calculs. Des formations professionnelles. C'est ton père qui t'a demandé de venir, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Elle a bu une gorgée de son café et a regardé la neige se déposer dans l'allée. Je me souviens de la nuit où Danny est mort. J'étais à l'hôpital quand ils l'ont amené. Carole était complètement hystérique. Brooke est arrivée 2 heures plus tard. Bien plus tard, avec du mascara coulant sur ses joues, et la veste de quelqu'un d'autre sur le dos. Elle a fait une pause. Un jour, j'ai demandé à Brooke pourquoi elle était de sortie cette nuit-là. Elle m'a répondu qu'elle était à la maison pour étudier. Ruth s'est tournée pour me faire face. C'est toi qui étais au téléphone avec lui, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Elle n'avait pas besoin que je le fasse. J'ai gardé le silence pendant 14 ans. Parce que ta mère ne peut pas supporter une fissure de plus dans sa propre version des faits. Mais j'ai 64 ans, Dana. Et je suis fatigué de voir la mauvaise fille porter le fardeau d'une chose qu'elle n'a pas commise. Elle m'a serré le bras. Puis elle est retournée à l'intérieur, la porte moustiquaire se refermant derrière elle, avec un bruit semblable à un point final à la fin d'une phrase. Le café était fort et amer. La neige continuait de tomber. À travers la fenêtre, je pouvais voir Kaya, assise par terre dans le salon. L'enveloppe blanche toujours pressée contre sa poitrine. Attendant patiemment son tour, avec la fameuse boîte argentée. J'ai terminé mon café, et je suis rentré. Parce qu'il n'y avait nulle part d'autre où aller, si ce n'est affronter la suite. L'échange de cadeaux allait commencer, quand mon père s'est levé de son fauteuil. Il a fait 2 pas vers la cuisine, et s'est rattrapé à l'encadrement de la porte. Son visage a pris la couleur d'un vieux papier. J'ai traversé la pièce, avant que quiconque ne bouge. Papa, assieds-toi. Il m'a fait signe que non de la main. Mais il tremblait. Je me suis juste levé trop vite. Je l'ai raccompagné jusqu'à son fauteuil. Son pouls battait rapidement sous mes doigts. J'avais appris à le vérifier. De la façon dont on apprend n'importe quoi, quand un de vos proches a le cœur qui lâche. Par la répétition, et par une angoisse silencieuse. Brooke est restée assise sur la causeuse. Ma mère regardait depuis son fauteuil. Et elle a froncé les sourcils. Non pas à cause de la pâleur de mon père, mais à cause de cette interruption, qui perturbait sa soirée. Il va bien, a déclaré Carole. Walt, dis-leur que tu vas bien. Je vais bien. Il n'allait pas bien. Mais il était marié à ma mère depuis assez longtemps, pour connaître la réponse qu'elle attendait. Greg a saisi l'opportunité. Il a pris le dossier sur la petite table, et s'est agenouillé près du fauteuil de mon père. À la manière dont on s'agenouille, près d'un pensionnaire confus, dans une maison de retraite. Walt. Pendant que nous sommes tous réunis, Brooke et moi voulions finaliser la session de la Maison du Lac. De simples formalités. Juste ta signature, et c'est terminé. Il a ouvert le dossier. De là où j'étais, je pouvais lire l'entête. Transfert de biens immobiliers, chalet du lac Ansley. Juste en dessous, un deuxième document. Procuration durable. Mandant, Walter Ansley. Mandataire, Brooke A. Mitchell. Mon père a regardé les papiers. Puis,
Il m'a regardé. J'ai soutenu son regard, et je n'ai rien dit. C'était sa décision. J'étais son avocate, et j'étais sa fille. Et dans ces deux rôles, la réponse restait identique. Je soutiendrais n'importe quel choix de sa part. Il devait simplement choisir. Mon père n'a pas pris le stylo. Il l'a posé sur la petite table, et a déclaré « Laissez-moi y réfléchir ». Le sourire de Greg s'est crispé. Brooke s'est penché en avant. « Papa, nous en avons déjà parlé. Les impôts fonciers sont. » J'ai dit que j'allais y réfléchir. La pièce est devenue silencieuse. De la manière dont les pièces le deviennent, quand l'homme le plus âgé élève la voix d'un demi-ton, et que tout le monde se rappelle qu'il en a encore une. Oncle Paul, le beau-frère de ma mère, a brisé ce silence. C'était le genre d'homme qui comblait les silences gênants. De la même façon que d'autres remplissent des mangeoires à oiseaux. Par gentillesse, et par habitude. Dana. Je voulais te le demander. C'est bien toi qui as géré la succession Whitfield, à Hartford? Le cabinet de mon pote l'avait transféré. Et il m'a dit que l'avocate était une Ansley originaire d'eux. Il s'est interrompu. Car la température dans la pièce venait de chuter de 10 degrés. La main de ma mère s'est resserrée, autour de son verre de vin. La tête de Brooke s'est tournée vers moi, avec lenteur. Comme une girouette, qui capte un nouveau courant d'air. Je n'avais parlé à personne ici, de l'affaire Whitfield. C'était le plus gros règlement de succession du comté, l'année dernière. 8 propriétés, une fiducie familiale, et 3 bénéficiaires contestés. Mon nom figurait dans le registre légal, pour quiconque se donnait la peine de chercher. C'était mon dossier, ai-je répondu. Je croyais que tu faisais des testaments de seconde zone, a lancé Brooke. Oncle Paul a ri. De seconde zone? Elle a réglé une succession à 11 millions. Mon pote a dit qu'elle a tourné en bourrique 2 associés principaux, chez Morrison. Ça suffit, Paul, a coupé ma mère. Nous n'avons pas besoin de son curriculum vitae, à notre table de fête. Mais la fissure était déjà dans le mur. J'ai observé Brooke passer du regard de moi, au dossier sur la table de mon père. Et j'ai pu la voir, connecter les points. Avocate en succession. Procuration. Le trajet de 3 heures de papa. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Dana. As-tu parlé à papa, de sa succession? J'ai caressé les cheveux de Kaya. Ouvrons les cadeaux. Greg n'était pas prêt à lâcher l'affaire. Il a repris le dossier, et l'a posé directement sur les genoux de mon père. Walt, cela devrait vraiment être fait ce soir. L'année fiscale se termine la semaine prochaine. Et si nous transférons la propriété avant janvier? Greg. La voix de mon père était basse. Mais elle a retenti dans la pièce, comme une main qui frappe sur une table. J'ai dit que j'allais y réfléchir. Mais Carole a dit. Je me fiche de ce que Carole a dit. La pièce a retenu son souffle. Ma mère a posé son verre de vin, avec la précision de quelqu'un qui dépose une arme sur une table. Lente et chargée. Elle s'est tournée vers mon père. Walter, nous en avons discuté. La maison du lac revient à Brooke. C'est le choix le plus pratique. Pratique pour qui, Carole? Elle a cligné des yeux. Mon père ne s'était pas opposé à ma mère, devant d'autres personnes, depuis des décennies. Quoi qu'il se passe à l'intérieur de lui. Le cœur. La culpabilité. Ces 3 heures passées dans mon bureau en septembre. Tout cela était en train de réécrire son équation. Brooke s'est levé. Papa, tu n'as pas les idées claires. Tu n'as pas été bien ces derniers temps. Je pense plus clairement, que je ne l'ai fait depuis 14 ans. Il m'a regardé. Je lui ai fait le plus infime signe de tête. Pas une directive. Pas un conseil juridique. Juste sa fille, lui disant qu'elle était là. Il a posé le dossier sur le sol, et l'a fermé. Greg a tendu la main pour le prendre. Mon père a posé son pied dessus. Avant d'ouvrir un seul cadeau de plus, a-t-il déclaré, je veux dire quelque chose. Le visage de Carole s'est figé. Brooke a agrippé le bras de Greg. Kaya m'a regardé, confuse. L'enveloppe toujours serrée contre sa poitrine. Et j'ai pensé, nous y voilà.
cette soirée n'allait jamais se terminer dans le calme. Je le savais depuis l'épisode du garage. Depuis la boîte de pêche. Depuis l'écriture de mon père, sur cette enveloppe en papier craft portant mon nom. Mon père a ouvert la bouche, mais ma mère a été plus rapide. Pas maintenant, Walter. Sa voix avait ce côté tranchant, qu'elle utilisait quand elle s'attendait à ce que toute la pièce se plie à ses moindres préférences. Elle s'est levée, et a frappé dans ses mains une seule fois. Les cadeaux. Madison en premier. Elle essayait de remettre la soirée sur les rails. De revenir au scénario de départ, où les enfants de Brooke déballaient des cadeaux chers, où Kaya restait sur la touche, et où Dana demeurait silencieuse, et reconnaissante d'avoir une place à leur table. Mon père s'est renfoncé dans son fauteuil. Ce qu'il s'apprêtait à dire, s'est retiré tout au fond de ses yeux. J'ai observé la scène. Et j'ai pris une décision. Je n'allais pas le supplier de parler. Je n'allais pas me lever, pour déclamer un monologue sur l'équité, ou pour agiter un dossier rempli de documents juridiques. J'avais passé toute ma carrière, à voir des gens surjouer d'excellentes mains. Ceux qui gagnaient vraiment et de façon durable. C'étaient ceux qui restaient immobiles, et laissaient l'autre camp montrer à tout le monde, exactement qui ils étaient. Alors, je suis resté assise derrière Kaya. J'ai posé ma main sur son épaule. Et j'ai décidé que, quoi qu'il se passe avec cette boîte argentée, je resterai inébranlable. Je me suis penché. J'ai chuchoté à l'oreille de ma fille, si doucement qu'elle seule pouvait entendre, quoi qu'il arrive maintenant. Tu ne vaux pas moins que n'importe qui dans cette pièce. Tu comprends? Elle a hoché la tête. Elle ne savait pas pourquoi je lui disais ça. Elle savait juste, que lorsque j'utilisais ce ton, je pensais chacun de mes mots. Ma mère a commencé l'échange de cadeaux, avec la certitude d'une femme, qui croyait que chaque résultat était déjà écrit. Elle avait raison sur ce point. Techniquement, toutes les issues avaient déjà été décidées. Mais pas par elle. Et pas ce soir. Madison a commencé. Elle a déballé une tablette. Le tout dernier modèle, de couleur or rose. Avec une coque, parfaitement assortie à son pull. Elle a poussé un petit cri, et l'a brandi en l'air. Et ma mère a rayonné, comme si elle avait personnellement inventé le concept de générosité. Tyler a reçu une console de jeux vidéo, et une pile entière de jeux. Il a levé le poing en signe de victoire. Brooke a ouvert le sien. Un sac à main de créateur, en cuir crème, avec des finitions dorées. « Oh, maman, tu n'aurais pas dû », a-t-elle dit. Ce qui signifiait qu'elle s'y attendait absolument. Greg a reçu une montre. Mon père a eu un peignoir en flanelle, et une paire de chaussons. Des cadeaux pratiques, qui crient « Nous t'aimons ». De la même façon qu'un thermostat affiche « Chaud ». Il a posé le peignoir sur ses genoux, et n'a même pas ouvert les chaussons. Chaque cadeau a pris 5 minutes de déballage, de remerciements, et d'exclamations. La pile de papier déchiré ne cessait de croître. Les chants de Noël résonnaient. Le feu crépitait. Et la boîte argentée avec son ruban blanc, trônait toujours intacte au bout de la table, dans l'attente. Les yeux de ma mère ne cessaient de glisser vers elle. Les lèvres de Brooke tressaillaient, à chaque fois qu'elle jetait un coup d'œil à Kaya. Elle savourait cette anticipation. De la manière dont une personne savoure, la dernière bouchée de quelque chose qu'elle ne devrait pas manger. Ce n'était ni de la négligence, ni un oubli. C'était du théâtre pur et dur. Elles avaient emballé une boîte vide dans du papier argenté. Et l'avaient nouée d'un ruban blanc, parce qu'elle voulait que ma fille garde espoir. Elle voulait qu'elle tende la main vers quelque chose, pour n'y trouver qu'un grand vide. Parce que c'était, selon elle, ce que la fille de Dana Ansley méritait. Un héritage de vide, transmis de génération en génération, tout comme un nom de famille. Ma mère s'est tournée vers Kaya, avec le sourire le plus chaleureux qu'elle ait fait de toute la soirée. C'était la première fois qu'elle regardait ma fille directement, depuis 3 heures. Kaya, ma chérie. C'est ton tour. Ton cadeau est juste là. Kaya a glissé du canapé, et a traversé la pièce. La boîte argentée a accroché la lumière du feu. Elle l'a prise, à 2 mains. C'était léger. D'une légèreté impossible. Mais elle ne l'a pas remarqué, car elle n'avait que 8 ans, et qu'elle faisait confiance au joli ruban. Elle s'est assise en tailleur sur le tapis. Et elle a levé les yeux vers ma mère, avec une telle gratitude, que j'en ai eu physiquement mal à la poitrine.
parce que cette gratitude était sincère. Et qu'elle était sur le point d'être cruellement punie. Elle a tiré sur le ruban. Elle a soulevé le couvercle. À l'intérieur, rien. Du papier de soie blanc, soigneusement plié. Entourant un vide absolu. Kaya a fixé l'intérieur de la boîte. Elle a écarté le papier de soie. Elle a retourné la boîte, et a vérifié l'intérieur encore une fois. De la manière dont on vérifie une poche, qu'on sait pourtant vide. Juste parce qu'on n'est pas prêt à y croire. La pièce s'est figée. Madison a couvert sa bouche. Tyler a fixé ses chaussures. Oncle Paul s'est avancé sur son siège. La tasse de café de tante Ruth s'est arrêtée à mi-chemin de ses lèvres. Ma fille a posé la boîte vide sur le tapis devant elle. Et elle est restée très immobile. Elle n'a pas pleuré tout de suite. Elle essayait de comprendre. Explorant toutes les possibilités qu'un esprit de 8 ans pouvait imaginer. Peut-être que le vrai cadeau était caché quelque part d'autre. Peut-être que c'était un jeu. Peut-être qu'elle avait ouvert la mauvaise boîte. Elle a regardé l'étiquette. Son nom. L'écriture de sa grand-mère. Elle a levé les yeux vers Carole. Et la question sur son visage était si simple et si dévastatrice qu'elle ne nécessitait pas le moindre mot. Pourquoi? Ma mère a éclaté de rire. Ça a commencé par un petit rire. Le genre qu'on a lors d'un dîner, quand quelqu'un raconte une histoire un peu amusante. Et puis le rire s'est amplifié. Et cette amplification était bien la partie la plus cruelle, car cela signifiait qu'elle attendait ce moment depuis longtemps. Elle a balayé l'air de la main, comme pour chasser une mouche. Les enfants comme elle, ne devraient s'attendre à rien. Voilà la phrase. C'est celle-ci, que je porterai en moi pour le reste de ma vie. Celle qui m'a fait me redresser dans mon lit, à 3 heures du matin, pendant des mois par la suite. Les enfants comme elle. Comme si ma fille appartenait à une catégorie à part. Comme si, être l'enfant de Dana Ansley, était une maladie incurable. Une pathologie qui vous disqualifiait, d'être traité comme un être humain le soir de Noël. Brooke n'a pas attendu que les rires s'estompent. Elle s'est penchée en avant sur la causeuse. Son verre de vin en équilibre sur le genou, elle m'a regardé. Pas Kaya. Moi. C'est une leçon de vie, Dana. Les attentes mènent à la déception. Elle a incliné la tête, exactement comme sa mère. Moins que rien. Le mot a percuté la pièce, comme une pierre jetée à travers une vitre. Les yeux de Tyler se sont fixés au sol. Le visage de Madison s'est décomposé, sous l'effet du choc ou de la honte. Je ne saurais dire lequel. Oncle Paul a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Tante Ruth a serré la coudoir du canapé. Assez fort, pour en faire blanchir ses jointures. Les larmes ont rempli les yeux de ma fille. Elle n'a pas émis le moindre son. Elle est restée assise sur ce tapis. Devant la boîte vide. Les mains sur les genoux, le menton tremblant, et l'enveloppe blanche toujours pressée contre ses côtes. Et elle a pleuré. De la façon dont les enfants pleurent. Quand ils sont trop jeunes pour haïr, mais trop âgés pour ne pas comprendre exactement ce qui vient de se passer. J'ai posé ma main sur son épaule. Je ne me suis pas levé. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas donné à ma mère, ou à ma sœur, la satisfaction de me voir perdre le sang-froid, qu'il m'avait fallu 33 ans pour forger. Kaya a essuyé ses yeux, avec le dos de sa main. Elle a pris une grande inspiration. Une longue respiration tremblante, que j'ai pu sentir à travers la paume de ma main sur son épaule. Et elle a glissé la main sous son pull. L'enveloppe blanche était tiède. Et légèrement cornée, à force d'avoir été serrée contre sa poitrine toute la soirée. Elle s'est levée. Toute la pièce l'a regardée. De la manière dont on observe quelque chose, qu'on n'arrive pas encore à conceptualiser. Elle est passée devant ma mère. Devant Brooke. Devant le papier cadeau, et la boîte argentée vide. Devant le dossier sur le sol. Et devant ces adultes, qui avaient passé la soirée, à faire semblant qu'elle n'existait pas. Elle s'est arrêtée, devant le fauteuil de mon père. Il était assis, les mains sur les genoux. Le visage couvert de larmes. Le peignoir toujours plié sur ses genoux. Il n'avait pas prononcé un mot, depuis le rire de Carole. Il a regardé sa petite fille, à travers les mêmes yeux dont je me souvenais. Ceux du ponton. Ceux du lac.
Ceux des étés où sa famille était encore entière, et où personne n'avait à choisir son camp. Je t'ai aussi fait un cadeau, grand-père. Elle a tendu l'enveloppe. Il l'a prise à deux mains. Le feu a crépité. Le téléphone de quelqu'un a vibré dans la cuisine. Et personne n'a bougé pour aller répondre. Il a ouvert l'enveloppe, et en a sorti une simple feuille de papier, couverte de dessins au crayon de couleur. Je l'ai découvert pour la toute première fois, en même temps que tout le monde. Kaya avait dessiné le lac. Le ponton. La boîte de pêche en métal vert, ouverte sur les planches de bois. 3 silhouettes se tenaient au bord de l'eau. Un homme de grande taille, portant un chapeau de pêche, mon père. Une petite fille aux cheveux bruns, moi, à 8 ou 9 ans. Et, entre deux, un garçon avec une canne à pêche, arborant un sourire si large, qu'on pouvait le ressentir à travers les traits de crayon. Danny. Tout en bas, avec l'écriture appliquée de Kaya, il nous manque aussi, grand-père. Mon père a pressé le dessin contre sa poitrine. Et il a émis un son, que je ne l'avais jamais entendu produire. Sourd, brisé. Arraché de quelque part, d'une profondeur vieille de 14 ans. Il a pleuré. Pas en silence. Pas de la manière dont on apprend aux hommes de sa génération, à gérer leur propre chagrin. Il a pleuré, comme un homme qui aurait passé sa vie, à maintenir une porte fermée de tout le poids de son corps, et qui se serait finalement écarté. Il a gardé le dessin contre lui, pendant un long moment. Personne n'a bougé. Puis, il a relevé la tête. Pas vers Kaya. Pas vers moi. Mais vers ma mère. Tu m'avais dit que Dana avait abandonné cette famille. Sa voix était éraillée. Nettoyée de tout artifice, ne laissant paraître que ce qu'il y avait tout en dessous. Tu m'avais dit qu'elle avait choisi de partir. Tu as affirmé qu'elle n'en avait rien à faire de Danny. Et je t'ai laissé dire tout ça. Parce que me battre contre toi, semblait plus difficile que de la perdre. Le visage de Carole s'est vidé de son sang. Walter. Pas ici. C'est exactement ici, que tu as fait tout cela. Devant tout le monde. Alors, je vais le dire devant tout le monde. Il s'est tourné vers la pièce entière. La nuit où Danny est mort, Brooke devait passer le chercher au restaurant. Elle n'y est pas allée. Elle est allée à une fête à Redfield. Danny a appelé Dana. À 3 états de distance, en pleine période d'examen. Tout simplement parce que sa propre sœur refusait de répondre au téléphone. Brooke s'est levée d'un bond, avec une telle précipitation que son verre de vin a basculé sur le tapis. C'est faux. Papa. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Danny m'a aussi appelé, cette nuit-là. Il a dit que personne ne venait le chercher. Il a dit qu'il essaierait de conduire. Je lui ai dit d'attendre. Il n'a pas attendu. Sa voix est restée ferme. Je n'ai connu le reste de l'histoire, que des années plus tard. Quand je vous ai entendu, toi et ta mère, vous disputer à ce sujet dans la cuisine. Alors que vous pensiez toutes les deux, que j'étais endormi. Tu lui avais promis de le ramener. Brooke. Et tu as choisi une fête à la place. Et après ça, tu as laissé ta propre sœur porter le fardeau de la culpabilité pendant 14 ans. Tante Ruth a pris la parole depuis le canapé. Sa voix portait l'autorité calme d'une femme, qui avait passé 40 années de sa vie dans les salles d'urgence. J'étais à l'hôpital quand ils l'ont amenée. Brooke est arrivée 2 heures plus tard. Elle était à une fête. Le visage de Brooke est passé du blanc au rouge. Puis à une couleur, qui ne portait pas de nom. Carole a agrippé la coudoir de son fauteuil. C'est l'œuvre de Dana. Elle t'a empoisonné l'esprit, Walt. Elle a manigancé tout ça. Elle n'a pas prononcé un seul mot de la soirée, Carole. Elle est restée assise derrière sa fille. Pendant que tu tendais une boîte vide à cet enfant, en te moquant d'elle. Il a fait une pause, et a regardé le dessin sur ses genoux. Qui est là moins que rien, ici? Greg a été le premier à se reprendre. Il se reprenait toujours le premier. C'était bien là sa seule compétence fiable. Il a ramassé le dossier par terre. Il l'a épousseté, et l'a tendu à mon père. Comme si de rien n'était. Walt, ne laissons pas cette soirée dérailler. Contente-toi de signer ça, et nous pourrons tous passer à autre chose. Il ne peut pas signer ces papiers. Ma voix avait le même volume, qu'elle avait conservé toute la soirée.
Un niveau bas. Ce même registre de salle d'audience, que j'avais passé une décennie entière à peaufiner. Greg a pivoté vers moi. Cela ne te concerne pas, Dana. Cela me concerne, sur le plan professionnel. La pièce s'est recalibrée. La main de Brooke s'est portée à sa bouche. Carole a plissé les yeux. Mon père m'a regardé. Et pour la première fois de la soirée, quelque chose qui ressemblait fortement à du soulagement a traversé son visage. Cet acte de cession est invalide, ai-je déclaré. La propriété du lac est détenue dans une fiducie révocable, qui a été établie et enregistrée, il y a 4 mois. La procuration que tu as imprimée sur Internet, ne vaut rien. Une procuration durable, valide et notariée, a été dûment exécutée en présence de témoins en septembre dernier. Et elle est conservée en sécurité, par son avocate attitré. L'acte de fiducie pour la propriété du lac, a été enregistré auprès du comté, ce même mois. Son mandat de soins de santé, est au dossier chez son cardiologue. Ainsi que chez son médecin traitant. L'intégralité des documents qui régissent sa succession, ses biens immobiliers, et ses décisions médicales, est d'ores et déjà en place. Greg m'a dévisagé. Qui? Il a déjà tout signé, il y a des mois de cela, avec moi. J'ai laissé cette phrase flotter dans la pièce. De la façon dont j'avais appris, à laisser les faits s'installer dans une salle d'audience. Pas de cris, pas de colère. Juste la réalité, pure et indéniable. Je suis son avocate, ai-je ajouté. Je suis sa mandataire, en vertu de cette procuration durable. Je suis sa représentante pour les soins de santé. Tout ce qu'il possède est protégé, documenté, et totalement hors de portée, d'un acte de cession imprimé sur une imprimante à jet d'encre domestique, à 23h la nuit dernière. Les genoux de Brooke ont lâché. Elle s'est assise lourdement, sur la causeuse. Carole s'est levée. Espèce d'ingrate. Assieds-toi, Carole, a tranché mon père. Elle s'est assise. Parce que, pour la première fois en 14 ans, la voix de mon père pesait plus lourd que la sienne. Mon père s'est levé. Cela lui a pris un moment. Ses genoux, son cœur. Le poids entier de cette soirée, appuyé sur un corps qui avait porté un fardeau bien trop lourd, pendant bien trop longtemps. Mais il s'est redressé. Et il a traversé la pièce, jusqu'à l'endroit où Kaya se tenait toujours à mes côtés. Elle serrait encore le ruban blanc de la boîte vide dans sa main, comme si elle avait oublié de le lâcher. Il s'est agenouillé. Plus lentement que l'homme dont je me souvenais sur le ponton. Et il a pris ses 2 petites mains, dans les siennes. Je suis désolé, ma chérie. J'aurais dû arrêter tout cela, il y a très longtemps. Puis il m'a regardé. Va chercher son manteau. J'ai pris le manteau de Kaya. J'ai pris le mien. J'ai soulevé la boule à neige du manteau de la cheminée. J'ai glissé le dessin, encore tiède de la poitrine de mon père, à l'intérieur de notre sac. Kaya n'a pas demandé où nous allions. Elle a tenu la main de son grand-père. Et a marché vers la porte d'entrée. Comme si elle n'avait attendu qu'une chose, que quelqu'un dise enfin, qu'on avait le droit de partir. Je pars avec elle, a lancé Walt à l'assemblée. Ce soir, demain. Et pour tout le temps que Dana voudra bien de moi. Carole s'est relevée. Tu ne peux pas simplement. Je le peux, et c'est ce que je fais. Walter, tu fais une erreur. Mon erreur a été de rester assis dans ce fauteuil, pendant 14 ans. À te regarder transformer ma propre fille en fantôme, et ma petite fille en cible. Tout ça parce que tu étais incapable de faire face, à ce qui est réellement arrivé à Danny. Il a marché jusqu'au garage. Je l'ai entendu récupérer sa boîte de pêche. Celle avec les initiales de Danny gravées sur le couvercle. Il nous a rejointes à la porte d'entrée. La boîte sous un bras, la respiration haletante, mais régulière. La dernière chose que j'ai vue, avant de fermer la porte, c'était ma mère. Debout au beau milieu de son magnifique salon. Entourée de papiers cadeaux déchirés, d'une boîte argentée, et d'un silence absolu. Un silence que plus personne n'allait essayer de combler avec des chants de Noël. Brooke était assise sur la causeuse, les mains plaquées sur son visage. Greg tenait toujours ce dossier parfaitement inutile. Ma fille a serré la main de son grand-père, et s'est avancée dans la neige. Nous avons conduit jusqu'à un hôtel, à 20 minutes de la maison de mes parents. Mon père s'est assis à l'arrière avec Kaya. Et elle s'est endormie contre son bras,
avant même que nous n'atteignions l'autoroute. La boîte de pêche reposait sur le sol, entre ses pieds. La boule à neige était dans mon sac, enveloppée dans l'écharpe de Kaya. J'ai réservé une chambre double, et j'ai porté ma fille jusqu'au lit, avec ses chaussures encore aux pieds. Elle ne s'est pas réveillée. Mon père et moi, nous nous sommes assis à la petite table près de la fenêtre. Et nous avons bu un café de distributeur automatique. Tandis que les lampadaires du parking teignaient de couleur orange, la neige qui continuait de tomber. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Il ne restait plus grand-chose à ajouter, que cette soirée n'est pas déjà exprimée. Il est resté avec nous tout l'hiver. J'ai aménagé la chambre d'amis dans mon appartement. Et son cardiologue l'a orienté vers un confrère, plus proche de chez moi. Lui et Kaya ont commencé à aller pêcher au réservoir, le samedi matin. Dès que la météo le permettait. Rien d'extravagant. Juste des vers de terre, de la patience, et des discussions sur l'école, et sur la couleur de l'eau. Brooke a appelé 2 fois en janvier. Le premier appel était une longue accusation. J'avais manipulé papa. J'avais volé la famille. J'avais manigancé dans le seul but de toucher l'héritage. Le deuxième appel parlait d'argent. Le transfert de la maison du lac avait capoté. Et elle et Greg étaient en retard sur les paiements de leur prêt hypothécaire. Je n'ai rappelé, pour aucun des deux. Ma mère n'a pas appelé du tout. Les proches, qui avaient assisté à cette fameuse soirée, se sont divisés. De la manière dont les familles se divisent toujours, à la suite d'une vérité éclatant au grand jour. Certains m'ont contacté. D'autres ont fait bloc autour de Carole. Mais la plupart sont restés silencieux, attendant de voir quelle version survivrait. En février, tante Ruth avait déjà raconté l'histoire entière, à quiconque voulait bien l'écouter. En mars, 3 cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années, m'avaient envoyé des messages. J'ai appris par Ruth, que ma mère a passé la nuit de Noël, toute seule à la table de sa cuisine. Avec la photo de Danny, posée contre la salière. Elle n'a pas pleuré, a précisé Ruth. Elle est juste restée assise là. J'ai ressenti quelque chose, lorsque Ruth m'a raconté cela. Pas de la satisfaction. Pas de la pitié non plus. Quelque chose de plus infime, et de plus ancien. Un sentiment auquel je ne peux toujours pas donner de nom. Si ce n'est, peut-être, le poids de savoir qu'une personne, peut être à la fois la cause de votre pire blessure. Et, simultanément, une mère en deuil, assise seule devant une photographie, par la nuit la plus glaciale de toute l'année. Le dessin de Kaya est accroché dans un cadre, au-dessus du lit de mon père, dans la chambre d'amis. La boule à neige repose sur l'étagère juste à côté. La cabane. Le lac gelé. Et ces flocons blancs qui tourbillonnent, quand Kaya la secoue tous les matins, avant même de prendre son petit déjeuner. Le samedi, je les entends tous les deux dans la cuisine. Mon père apprend à Kaya comment faire les pancakes de la façon dont Danny les aimait. De la taille d'une petite pièce de monnaie. Et légèrement brûlée sur un bord, parce que ça leur donne du caractère. Elle éclate de rire à chaque fois. La boîte de pêche a élu domicile dans le placard de l'entrée. Nettoyée, et soigneusement rangée. Les initiales de Danny sont toujours gravées sur le couvercle. Mon père passe son pouce dessus, quand il croit que personne ne le regarde. J'ai posé une limite claire avec ma mère en janvier. Par courrier, et non par téléphone. J'ai écrit que Kaya ne mettrait plus les pieds dans la moindre pièce, où le comportement de Carole le soir de Noël serait répété ou même excusé. J'ai ajouté que la porte restait ouverte. Mais que les conditions seraient désormais les miennes. Elle n'a pas franchi cette porte. Brooke ne l'a pas fait non plus. Mon père me dit qu'il pense que Carole finira peut-être par changer d'avis, avec le temps. Je lui ai répondu que je le croirais, seulement quand la porte s'ouvrira. Et qu'elle se tiendra de l'autre côté, avec autre chose que de simples prétextes. La valeur de ma fille n'a jamais été quelque chose qu'il pouvait lui remettre dans une boîte. Ou lui reprendre en la laissant vide. Voilà notre histoire. Une boîte vide, un dessin, et un grand-père qui s'est enfin levé. Si quelqu'un vous a déjà fait sentir que vous étiez la mauvaise fille. L'enfant de seconde zone. Celle qui ne comptait pas. Sachez que leur cruauté n'a jamais déterminé votre propre valeur. Si cette histoire vous a touché ce soir, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre.